Qu'est-ce que tu veux? T'as des choses à dire toi aussi sur les fleurs de bac? Eh oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. T'en prends toi des fleurs de bac? Alors aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de l'attente des autres et on va dire la dépendance aux autres et les attentes que nous avons aussi des autres. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de 4 fleurs qui correspondent donc, selon moi, à ces caractéristiques. Donc c'est assez large, hein. Ça peut être des attentes ou des dépendances ou des besoins de l'autre. Voilà, donc je pensais d'abord à Heather, Heather qui est de la Bruyère et qui parle de cette personne qui attend des autres de la présence, de la compagnie, de l'écoute, beaucoup d'amour aussi, j'imagine, parce que c'est une personne, Heather, qui n'accepte pas de vivre seule en fait et d'être face à elle-même, qui déteste la solitude, c'est ce que dit Bach dans son texte pour définir cette fleur. Et donc Heather va se comporter comme une personne qui va être dépendante aussi du contact de l'autre, du besoin de l'autre dans la présence, dans l'écoute, pour pouvoir assumer ce besoin compulsif d'être tout le temps accompagné en fait, ou d'être entendu, ou d'être écouté. Alors le drame évidemment chez Heather, c'est qu'elle se fiche un peu pas mal de savoir ce que l'autre a besoin. Ce qui est important pour elle, c'est elle, en fait. Donc que ce soit un coup de téléphone, que ce soit une présence dans une soirée, dans une après-midi, peu importe le contexte, hein, mais voilà, c'est quelqu'un qui va quand même tout le temps réclamer la présence et le besoin de la compagnie de l'autre. C'est une personne qui est très pipelette aussi, qui a tout le temps besoin de se raconter, de parler de ses propres problèmes, de ses tourments, de ses inquiétudes, de ses angoisses, et qui va tout le temps monopoliser l'attention pour combler ce vide en fait sidéral qui est ce contact avec elle-même. Elle a vraiment le sentiment que si elle est seule avec elle-même, elle va jamais s'en sortir, et c'est une souffrance chez elle de se retrouver seule en fait. Donc elle est tout le temps en train de combler cette incapacité à être dans cet état d'écoute intérieure de ce qu'elle ressent, en comblant ce besoin-là avec le besoin d'être accompagnée, d'une oreille attentive si c'est évidemment par téléphone ou à distance, ou présentiel si elle est en contact avec quelqu'un. Elle va, même si elle ne l'est pas, elle va de toute façon trouver quelqu'un dans la rue, ou si c'est au restaurant qu'elle mange seule, de la compagnie, parler aux serveurs ou les gens qui sont à côté. Elle va tout le temps attirer l'attention pour pouvoir se sentir écoutée, et donc elle va s'intéresser aux autres juste pour pouvoir elle-même se raconter, se répandre, on va dire, parce que c'est une personne qui va avoir un débit qui est une espèce de flux voilà, continu, et il y a pas de, le robinet ne s'éteint jamais en fait, et elle risque aussi de souffrir justement de ce que les autres l'évitent, puisqu'elle est tellement présente dans son besoin voilà, de compagnie, que les gens vont la fuir finalement au bout d'un moment. On peut dire aussi d'elle que c'est un vrai pot de colle, ou qu'on n'arrive pas à s'en séparer. C'est vraiment l'état émotionnel qui est cette espèce de logorée sans fin, ou de demande d'attention permanente sur soi. Donc évidemment ce sont des adultes, mais ça peut être aussi bien sûr des enfants, voire même des animaux qui se comportent comme ça et qui ont tout le temps besoin de la présence. Alors les animaux, il y en a qui vont beaucoup parler, mais les enfants aussi peuvent aussi beaucoup parler. On dit souvent que ce sont des moulins à parole, mais ils vont voilà, souvent réclamer de la présence. Donc par rapport à ce besoin des autres, à cette dépendance à l'autre, à ce que nous attendons des autres, eh bien Heather va nous accompagner dans cette réconciliation aussi avec ce silence intérieur
qui ne va plus être vécu comme un espèce de drame, mais qui sera bien attendu, bien accueilli, voire même pourquoi pas provoqué, si c'est voilà, Heather qui arrive à vraiment accepter totalement d'être en compagnie d'elle-même et de ne plus avoir ce besoin voilà, de rechercher tout le temps quelqu'un auquel elle va pouvoir s'épancher. Alors on peut aussi espérer, alors il n'y a jamais de promesse réelle avec les fleurs, puisque chacune des fleurs que nous allons prendre en fonction de notre tempérament, de nos qualités propres, des circonstances, elles vont se manifester de façon différente, donc forcément la résultante sera différente en fonction de chacun. Mais disons qu'on peut peut-être espérer qu'aussi que Heather, dans sa ressource, sera peut-être aussi plus à l'écoute de l'autre, peut-être plus à poser des questions, à s'intéresser aux autres, à être en compagnie de l'autre, mais plutôt dans l'ouverture et le partage de ce que l'autre aussi a exprimé. Voilà, c'est des qualités aussi auxquelles Heather peut faire appel dans les moments où elle est en état d'équilibre. On peut aussi penser à Heather dans les moments... Alors, souvent, quand on la décrit, cette fleur, on pourrait dire, oh là là, c'est une telle, c'est ma belle-mère, c'est mon copain, c'est mon ex, voilà, c'est ma collègue. Soyons un petit peu dans l'humilité par rapport à ça, c'est toujours pareil, hein, nos défauts, on a quand même du mal à les reconnaître. Mais il est vrai qu'Heather, on peut toujours dire, voilà, c'est un pot de colle, c'est quelqu'un qui est dépendant des autres parce qu'elle recherche tout le temps la compagnie des autres. C'est vrai, soit, mais si on est vraiment honnête avec soi-même, ne nous est jamais-il arrivé d'avoir ou de traverser une période particulière. Alors ça peut être une rupture affective, ça peut être la joie de pouvoir raconter qu'on a obtenu le nouveau job, qu'on a acquis cet appartement, que notre petit enfant est né, qu'il nous arrive telle et telle péripétie autour de telle et telle histoire. Est-ce que ça ne nous arrive pas non plus de temps en temps de monopoliser l'attention de l'autre et d'avoir besoin que l'autre écoute notre bonheur ou notre malheur au point de le saouler et de n'avoir comme sujet de conversation que notre propre histoire et de se dire que finalement on a passé peut-être du temps avec l'autre, quel qu'il soit, que je l'ai alpagué dans la rue, dans le restaurant ou au téléphone ou voilà, dans mon travail. Et finalement, je ne me suis pas du tout intéressée à l'autre. Je ne suis centrée que sur ma propre personne et mon histoire personnelle. Donc nous avons tous, à un moment donné, si nous fouillons bien dans notre histoire, dans notre vécu, ces moments où on est tellement accaparé par notre problématique qu'on ne pense qu'à ça, on ne parle que de ça. Et qu'effectivement, peut-être par moments, on peut souffrir aussi de solitude parce que tout le monde se dit « Oh là là !» elle nous fatigue, elle nous saoule avec ces histoires. Donc voilà, juste avoir en mémoire que les fleurs de Bach, elles s'adressent à tous, que c'est toujours plus facile de regarder le défaut chez l'autre, alors c'est le côté poutre et paille, mais c'est un peu ça en fait. Et donc là, si on a vraiment cette objectivité à l'égard de ce que nous vivons, nous aussi, on peut bien sûr traverser de cette émotion Heather avec ce besoin et cette dépendance à l'autre. Je pensais aussi à une autre fleur qui s'appelle Cerato. Alors Cerato, elle va s'adresser à toutes ces personnes qui sont dans la dépendance et le besoin de l'autre avec une attente de l'autre parce qu'elle ne fait pas confiance à son intuition. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une fleur qui a la connaissance de ce qui est juste pour elle, de ce à quoi elle pourrait faire référence en étant quelque chose de positionné, de bénéfique, une action, une pensée, une attitude, une occasion, une décision, peu importe. Mais Cerato se trouve dans un moment où elle va douter de ce qu'elle l'entend pour elle, de cette intuition aussi qui lui parle et qui lui dit c'est là, fais ça, ou agis comme ça, ou c'est juste pour toi, ou c'est ça que tu dois entreprendre. Et d'un seul coup, c'est remis en question. Et Cerato se dit ah, je suis plus tout à fait sûre, et donc je vais être dans la quête de l'attente de l'autre par rapport à son point de vue personnel, par rapport à ses façons de voir la situation, à quels sont tous les paramètres auxquels elle peut peut-être partager avec moi. Et moi, je veux me frotter à ça en me disant, quelque part, c'est comme si je demandais à l'autre d'avoir un meilleur avis sur mon propre positionnement,
sur ce qui pourrait être juste pour moi et qui finalement, de toute façon, quoi qu'il advienne, même si j'ai ce doute qui s'immisce, puisque Serato fait partie de ce groupe émotionnel que Bach a dénommé comme ça, qui s'appelle l'incertitude. Donc il y a 6 fleurs dans ce groupe émotionnel, et Serato s'adresse à toutes ces personnes qui justement doutent d'elles-mêmes par rapport au fait d'avoir cette bonne intuition pour elles. Et donc elle va demander à l'autre dans cette forme de dépendance avec la vie de l'autre, la vie L'AVIS, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que je dois faire? Tu ferais ça, toi? Et dans cet avis de l'autre, évidemment, on peut jouer avec le jeu de mots, avec la vie de l'autre, c'est la vie, L-A plus loin V-I-E de l'autre, évidemment, la vie de l'autre va donner son propre avis, évidemment, puisqu'il est sollicité, donc il va y répondre, sauf si, effectivement, en face, on a un interlocuteur qui nous dit « Écoute, je ne sais pas à ta place », toujours est-il que moi, dans cette situation, j'ai déjà agi comme ça, mais on ne peut jamais comparer, bien sûr, le point de vue de quelqu'un par rapport à son référentiel personnel. Encore une fois, même si c'est la personne la plus proche qui me connaisse, avec lequel peut-être je partage mes jours, ou c'est quelqu'un de ma famille et qui m'a vu évoluer depuis tant d'années, que ce soit 25 ans, 30 ans, 50 ans, peu importe. Est-ce que vraiment le point de vue de l'autre peut être tout à fait aligné? Alors aligné, il peut être syntonisé et synchronisé avec tout ce à quoi j'aspire. Finalement, on n'en sait rien. Et c'est toujours pour ça qu'il n'y a pas de tromperie par rapport aux choix que nous entendons, qui sont justes pour nous, de cette intuition, cette petite voix intérieure qui nous guide et qui nous parle. Et si tant est qu'on ait ce doute, est-ce que finalement, in fine, est-ce qu'il y a vraiment des erreurs dans la vie? Puisque si je fais un peu le retour sur ma vie et que je me pose en spectateur de ce qui s'est passé sur ces intuitions que j'ai pu avoir et ces choix et ces déterminations que j'ai pu avoir, même si j'ai eu ce doute, est-ce que véritablement ça m'a emmené dans des endroits improbables et si tant est que ce soit le cas, est-ce que il y a mort d'homme? Finalement non. Écouter son intuition, c'est vivre aussi sa légende personnelle, c'est écouter ce que cette petite voix susurre. Alors est-ce que c'est la voix de mon âme? Est-ce que c'est la voix de mon ego? Après tout, il n'y a que nous, après, a posteriori, qui pourront dire « Ah, effectivement, peut-être que là... » Mais peu importe, après tout, on avance avec ce que l'on est. Ce qui est juste dans Serato, c'est vraiment de se dire que c'est mon opinion personnelle qui est le plus important et que je ne dois pas avoir de... Alors je ne dois pas avoir, c'est encore une fois pas une façon de donner un ordre, hein, mais il serait souhaitable de ne pas tout le temps reporter le regard de l'autre sur ce que je vis en intérieur. On dit souvent, pour vivre heureux, vivons cachés. Et je me dis que finalement, Serato, c'est peut-être une façon aussi de vivre ce bonheur aussi, avec cette expérimentation à vivre. C'est pas caché par rapport au fait du secret, mais ce secret de mon intimité, de mon intuition, n'appartient qu'à moi finalement. Et le fait de le livrer au monde en disant « qu'est-ce que tu en penses toi ?» L'autre va évidemment projeter son histoire personnelle, ses propres peurs, ses propres attentes, ses propres inquiétudes. Son histoire personnelle, s'il a déjà vécu ça au préalable, va donner le fruit, la résultante de ce qu'il a considéré comme étant un échec, au contraire une réussite. Est-ce qu'in fine, c'est vraiment ce que j'ai envie d'entendre? Et quand je pose la question à l'extérieur, parce que Bach parle de cette phrase en disant Serato, à force de demander aux autres, est souvent fourvoyé. Et fourvoyé, ça veut dire qu'effectivement, Serato, à force de demander à Valérie, à Pierre, à Max, à Alexia, et bien finalement, d'avoir ces 4 avis-là, c'est comme une girouette en fait. Il va ne plus savoir à qui faire référence. Est-ce que c'est plutôt l'avis de Max qu'Alexia? Et pourquoi Pierre, ce qu'il m'a dit, aurait moins de valeur, moins de poids? Et du coup, je peux en perdre la raison, parce qu'en fait, je suis
je suis déboussolée aussi de me dire que finalement, il y a plusieurs points de vue, plusieurs avis, et finalement, et moi, je suis où là-dedans? Et donc, Serato reconnecte avec ce moi de cette décision initiale, ce moi de cette petite voix qui m'a susurré en interne ce qui était au départ, initialement, cette créativité qui était en moi et qui me donnait l'impulsion d'être quelque chose ou de faire quelque chose ou d'avoir ce type d'initiative. Donc voilà, Serato, c'est vraiment la fleur qui va nous rééquilibrer par rapport à ce positionnement, de cette confiance totale de ce que je ressens en interne et qui est juste pour moi et que personne ne puisse avoir de point de vue. Mais c'est pas que les autres ne devraient pas le donner, c'est surtout c'est à moi de ne pas aller solliciter l'autre aussi pour avoir des retours qui finalement ne vont pas me satisfaire ou alors au contraire vont complètement me faire perdre pied puisque je ne sais plus du tout où j'en suis. Et donc, à quoi bon se mettre toutes ces idées-là en tête? Vivons aussi, voilà, comme je disais, notre légende personnelle, pour faire référence évidemment à Paolo Coelho, mais on a tous cette vie que nous devons tracer et qui nous est propre et qui n'est pas en référence avec l'autre. Donc voilà, avec ce besoin de dépendance par rapport aux autres, Serato me semblait aussi intéressant. Et puis, je pense évidemment, j'attends des autres et je suis dans le besoin de l'autre, de cet amour possessif que j'ai pour l'autre, puisque je l'aime tellement que je considère qu'il me doit de me donner en retour l'amour, la mort, c'est intéressant, la mort justement peut-être de ce lien aussi que je dois couper avec lui, parce que c'est pas sain, on va dire, de donner et d'aimer avec cet amour qui devrait être totalement inconditionnel, puisque Chiekori a cette nécessité d'être tout le temps dans cette quête de retour à l'envoyeur. Ok, j'ai été cool avec toi, j'ai été gentil, je t'ai aimé, je t'ai accompagné, j'ai fait ça pour toi. Regarde, je me suis occupée de préparer tes papiers, regarde, voilà. Et toi, tu fais quoi pour moi? Alors donc, tu ne m'aimes pas? Et donc, il y a ce cordon, on va dire, à couper aussi, ce fil invisible qui met l'autre dans une posture de culpabilité s'il ne donne pas à la mesure de l'attente de Chiekori. Et cet amour n'est pas un amour finalement, on dit un amour libre, mais un amour dénué d'attente, puisque l'amour, au sens propre du terme, n'a pas d'attente. L'amour est. Et dans cet état de don total de soi, il n'y a pas la place à l'attente en fait. S'il y a une attente, c'est quelque chose de plutôt, on va dire, de plutôt malsain, puisque je ne peux pas considérer que si j'aime, j'ai quelque chose en retour. Ça veut dire que il y a une monnaie d'échange, il y a un moyen de pression, et quand il y a de l'attente, il y a du malheur en fait. Quand nous aimons nos enfants, en règle générale, on n'attend pas que l'enfant nous aime en retour. Au départ, voilà, nous mettons nos enfants au monde. Les papas aussi mettent leurs enfants au monde et il n'y a pas d'attente. Cet amour, il est inconditionnel. On n'attend pas de notre enfant de vouloir absolument nous aimer en retour. C'est. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Et puis, ben voilà, les choses se faisant, les enfants grandissent, deviennent des adolescents, et là on devient dans cette espèce de négociation mercantile du regarde, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu pourrais être bienveillant à mon égard. On a tout le temps cette notion d'attente et de négociation qui est quand même assez, on pourrait dire, bon, c'est pas. Voilà, c'est pas très fluide tout ça. Hein. L'amour, on donne, on donne. On n'a pas à attendre en retour de l'autre. Et si on attend de l'autre, c'est qu'on ne s'aime pas soi-même. On ne peut pas donner cet amour avec cette attente si on n'est pas en paix avec soi-même. Et cette attente, donnons-nous cet amour dont nous avons besoin peut-être au départ. À partir de ce moment-là, une fois qu'on se sait aimer et en sécurité, que l'autre fasse du retour ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Ça lui appartient de faire ce retour ou de ne pas le faire. Et vous avez remarqué à quel point la vie est rigolote, c'est plus on attend et moins on reçoit. Et plus on n'attend rien, plus on est détaché, plus on est dans la liberté de ce don total de soi, plus le retour se fait.
Et ça se fait de façon magique en fait. C'est un abandon total de ce dénué de ce retour et de cette attente qui n'est pas réaliste en fait et qui ne sera jamais comblée finalement, puisque ce sera toujours négociable en fait. Ça veut dire qu'on compare et qu'on jauge ce que l'on donne dans une attente de retour qui est à l'équivalence de ce que l'on a donné, mais l'équivalent n'est jamais en fait. Le retour des fois se fait sur un autre plan avec une autre personne sous une autre forme, et cet amour-là, cet échange-là, cette fluidité de la vie, elle se fait de façon naturelle. Donc voilà, cet état d'équilibre de Shikori, donner sans recevoir, c'est donner. Voilà, on dit donner c'est donner, reprendre c'est voler. Hein, c'est les petites phrases d'enfants qu'on a appris, alors peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais oui, c'est du vol. C'est du vol affectif. C'est du vol qui va léser la personne en se sentant, alors que je parlais de culpabilité, mais elle se sent redevable. Donc c'est une forme de... Et quand on est redevable, on ne se sent pas à l'aise, on se dit, bah flûte, alors j'avais pas vécu la truc comme ça, elle m'avait donné du temps, elle m'a peut-être prêté de l'argent, elle m'a peut-être, je ne sais pas moi, accompagné sur un choix scolaire, peut-être que 1001 raisons. Et pourquoi absolument avoir besoin de la reconnaissance de l'autre par rapport à ça ? Si on était des êtres, alors je dis si nous étions des êtres, parce que c'est encore du conditionnel et nous avons tellement tous à apprendre les uns des autres par rapport à ce don et cette liberté totale de ce que nous sommes, nous ne devrions pas être dans l'attente. Nous devrions être dans la simplicité de l'instant, du don. Et si on n'a pas envie de donner, on ne donne pas. Mais personne ne nous demande non plus de donner. C'est comme ça. On n'est obligé en rien finalement. Alors vous allez me dire oui, quand on est parent, bien sûr qu'on est dans l'obligation, c'est notre devoir. C'est au-delà d'une obligation. C'est implicite. On ne va pas laisser un enfant, un nourrisson mourir de faim. On est dans l'obligation de le nourrir. C'est du bon sens. Et c'est plus en termes de négociation. On ne va pas dire à son bébé qui vient de naître, ah ben t'as vu, je t'ai quand même donné 4 tétés, hein. Tu pourrais être sympa avec moi, hein. À réfléchir, hein, mais bon, voilà. Et pourquoi, à un moment donné, est-on obligé absolument de se survaloriser par rapport à ça, par rapport ou à quantifier, ou à jauger, et à mettre des grammes par-ci, des kilos par-là de ce qu'on a fait, et faire des sacs de chantage comme ça. C'est compliqué aussi, c'est lourd pour les autres, et ça blesse la personne qui se sent tellement dans le don, tellement dans l'ouverture, alors qu'en fait c'est faux, c'est du faux amour en fait. Alors ça part d'une bonne intention et bienveillante bien sûr, puisque Shikori a d'abord cette quête d'amour absolue, hein, c'est évident. Elle est capable de donner énormément. Mais quand je dis c'est du faux amour, c'est que si derrière il y a cette négociation, c'est quelque part, voilà, elle va reprendre ce qu'elle a donné, elle va rethésauriser en disant écoute, moi je ne donne plus parce que tu agis comme ça ou tu fais ça. Donc à partir de ce moment-là, l'autre va pas comprendre, va se sentir mal aimé, culpabilisé, et ça va créer un lien toxique. Alors je parlais ce lapsus tout à l'heure de la mort au lieu de l'amour, et oui, c'est la mort de l'amour dans ces moments-là. On ne peut pas tisser des liens d'amour dans cette négociation. C'est non négociable l'amour. Voilà, donc que ce soit des rapports amoureux, bien sûr, mais des rapports, bien sûr, filiaux, des rapports amicaux, professionnels, peu importe. Mais ce besoin de reconnaissance est tragique hein, chez Shikori. Et donc voilà, 3 fleurs pour parler de cette dépendance à l'autre, de ce besoin du regard de l'autre, et pour rééquilibrer aussi nos émotions et être ces êtres libres que notre âme demande, avec cette ressource en nous, donc de capacité aussi d'être face à soi-même, dans cette écoute interne de Heather, dans cette écoute interne avec cette intuition profonde que ce que j'entends est juste pour moi, pour Serato, et dans cette bienveillance aussi à l'égard de l'autre et de soi-même, dans ce don total d'amour inconditionnel. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien likez. Si vous voulez en savoir plus, allez voir sur le site donc Guéris-toi toi-même. Et puis si vous souhaitez être au courant des petites vidéos que je fais, des petites capsules pour
voilà, avoir la petite alerte, et bien, il faut cliquer sur la cloche. À bientôt et prenez soin de vous et de vos émotions.